Je vous en prie, asseyez-vous. Bien, mesdames et messieurs les élus généraux, mesdames et messieurs les officiers généraux, monsieur le directeur général de la police nationale, mesdames et messieurs, chers volontaires de la garde nationale et chers amis. L'agenda d'une ministre, ce sont des réunions, des rendez-vous, des déplacements. Il m'arrive de rencontrer des officiers généraux, parfois même des générales. Nos services, nos forces, nos militaires qui servent leur pays sans compter, et nos civils de la défense, dont l'engagement est exceptionnel. Alors hier, j'ai eu la chance de participer à un déjeuner qui dénote un peu par rapport à mon agenda habituel. Autour de la table, il y avait 7 réservistes, 7 personnes avec leur parcours, leur métier, leur vie. 7 personnes que l'on ne peut absolument pas distinguer des civils dans leur cadre professionnel. Et 7 personnes que l'on ne peut pas distinguer non plus de nos forces sous l'uniforme. Le premier est chirurgien, il est parti en OPEX, ainsi que sur le Charles de Gaulle. La deuxième, étudiante en droit et chef d'un groupe Sentinelle. Et un troisième, policier municipal, était en service à Nice le soir des attentats. Et il y était intervenu héroïquement. Par leur récit, c'est le visage entier de la réserve qui se dessinait. Le visage du dépassement, du don de soi. Le visage de l'engagement et de la détermination. Le visage aussi de l'humanité et du service. Aucun ne se vantait ni ne se gargarisait. Non, tout était normal. Ils avaient accompli leur devoir, leur mission, et ne désiraient qu'une chose, continuer. Alors aujourd'hui, nous fêtons les 2 ans de la garde nationale. 2 ans, cela peut paraître court, et pourtant, que de chemin parcouru. La garde nationale s'est imposée. Son nom, je crois, est reconnu et apprécié. Il a un sens. Vous êtes les gardiens de notre nation. Vous êtes ces citoyens engagés et vigilants, prêts à se donner pour leur pays, volontaires pour défendre la République, la liberté. La garde nationale, c'est la maison commune qui accueille ceux qui veulent servir pour la France dans les réserves de nos 3 armées, de la police et bien sûr de la gendarmerie. La garde nationale est un modèle. Elle met avant tout en avant des hommes et des femmes qui ont décidé de donner un peu, voire beaucoup, de leur temps et de leur énergie pour servir la France. Cet engagement est noble, mais il est aussi essentiel pour notre société, pour notre défense, pour nos armées. Sous l'uniforme, leur courage, leur dévouement, leur action est la même. La réserve est cet appui solide, ce vivier précieux d'enthousiasme et d'énergie qui est prête à se dépasser pour servir. Ce sont 72 300 réservistes qui s'engagent au sein de la garde nationale et chaque jour, 7 000 d'entre eux servent notre pays. Et rien que dans nos armées, directions et services, ils sont 37 000 réservistes. 37 000 soutiens indispensables à notre quotidien, à notre protection, ainsi qu'à nos opérations. Alors, j'ai pris un engagement clair. Nous devons aider la réserve, la pousser aussi loin que possible, la rendre toujours plus attractive et chercher aussi à aider nos réservistes. L'augmentation des effectifs de la réserve est en cours. Depuis 2015, nos armées ont compté près de 10 000 réservistes supplémentaires. Et nous allons continuer ce mouvement
Ils seront 40 000 réservistes au sein de nos armées d'ici la fin de cette année. La loi de programmation militaire, récemment promulguée, prend résolument le parti de choyer nos réservistes. Un budget conséquent a été voté, 200 millions d'euros par an. Et pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus qu'en 2015. Des mesures concrètes aussi ont été décidées. Le nombre de jours de réserve annuelle qu'un réserviste peut réaliser a été augmenté. La possibilité de servir 10 ans au-delà de la limite d'âge a été autorisée pour les réservistes spécialistes. Une meilleure couverture sociale a été décidée et leur régime juridique a été aligné sur ceux des militaires d'active. Donc le principe est simple. Entre les réservistes et les militaires d'active, il faut aller vers l'égalité. L'égalité dans le traitement, l'égalité dans les équipements, l'égalité dans la considération. Et non seulement nous devons vous donner les moyens de servir, mais nous devons aussi vous donner l'envie et les moyens de rester. La loi de programmation militaire n'est évidemment pas tout. Beaucoup d'autres choses ont été faites. En 2017, une allocation d'études de 100 € par mois a été lancée. Nous finançons également les permis de conduire de nos réservistes à hauteur de 1 000 € et une prime a été décidée aussi pour saluer le premier renouvellement de contrat. Mais mon engagement, c'est aussi de vous simplifier la vie. Il est inadmissible que, lorsque l'on veut servir la France, on en soit empêché en raison du poids des procédures et des lourdeurs administratives. Donc ma responsabilité, celle à laquelle je m'attelle chaque jour, c'est de faciliter vos démarches vis-à-vis du ministère, de les rendre plus simples, plus accessibles, donc plus numériques. Ma responsabilité, c'est aussi d'aller porter votre voix auprès des entreprises et de les convaincre de signer des conventions pour faciliter l'engagement dans la réserve. Hier encore, avec la générale Faugerat, j'ai signé 3 conventions avec des entreprises qui savent qu'avoir des réservistes, c'est une chance inestimable. Et ces conventions s'inscrivent dans la responsabilité sociale de l'entreprise. Elles font des entreprises qui les signent, des partenaires de la défense, qui peuvent le faire valoir, notamment dans les marchés publics. Et je crois qu'il y a dans la salle quelques chefs d'entreprise, et donc je voulais m'adresser tout spécialement à vous pour vous dire que vous êtes des alliés précieux pour la réussite de la réserve. Car vous avez compris qu'un réserviste, c'est une personne d'honneur, de courage, de loyauté. Vous avez compris que les armées forment nos réservistes et leur donnent une audace et des compétences. Et je souhaitais donc vous remercier et vous le répéter, nous avons besoin de vous. Alors, depuis 1 an et demi, avec Geneviève Darrieussecq, nous avons multiplié ces conventions et nous allons continuer. Je voulais aussi m'adresser aux collectivités locales qui emploient des réservistes et parfois y tiennent fermement. Je voulais ainsi remercier tous ceux qui s'engagent pour nos réserves, pour les faire vivre et les tourner vers l'avenir. Et l'avenir, justement, je voudrais vous en dire un mot. Je sais qu'il y a parmi vous des étudiants, des lycéens, des collégiens aussi. Votre présence est un symbole très fort. Il coupe court aux idées qui sont véhiculées par quelques-uns qui expliquent à tout bout de champ
que la jeunesse ne s'intéresse plus à l'engagement. Or, rien n'est plus faux. Dans chacun de mes déplacements, dans chacune de mes rencontres, je suis soufflée, pour ne pas dire scotchée, par la jeunesse de nos armées, par la vitalité de nos jeunes civils, leur désir de se dépenser pour une cause qui leur est chère et pour une cause qui les dépasse. Donc oui, nous avons besoin de vous. Peut-être servirez-vous ou servez-vous déjà dans la réserve, mais quelle que soit la nature de votre vocation, de vos talents, de vos envies, ne soyez jamais les spectateurs passifs, soyez des acteurs. Et je le dis comme un conseil, mais je le dis aussi parce que notre pays en a besoin. La France a besoin de ce lien. Elle a besoin de solidarité et de cohésion. Et c'est précisément l'objectif du service national universel que le gouvernement et la jeunesse de France construisent en ce moment. Aujourd'hui, on connaît le cadre du SNU. Un mois d'abord, un mois pour faire en quelque sorte société, parce que nous sommes en République, et que la République, ça veut dire l'égalité, ça veut dire la connaissance et le respect de l'autre. Notre République souffre de Français qui s'imaginent plus qu'ils ne se connaissent vraiment. Et si nous voulons une République forte, nous devons briser ce mur des carcans sociaux. Ce mois, il sera utile pour la France, il sera utile pour la République et il doit être utile aussi pour les jeunes. Et c'est précisément le but de la large consultation que nous venons de lancer. Que faut-il apprendre ? Qu'a-t-on besoin d'apprendre ? Qu'est-ce qui peut être utile pour la suite ? Apprendre les gestes qui sauvent ? Ou bien les premiers secours, détecter l'illettrisme, les difficultés scolaires, sociales, accompagner, réorienter aussi. Et puis ensuite, il y aura une deuxième étape, une étape totalement volontaire. Ce sera le temps de l'engagement. Un engagement qui pourra se faire dans une association, une collectivité, mais aussi dans la réserve. Et je vous le dis, la Garde nationale comptera parmi les acteurs du SNU. Les ponts sont en effet évidents et nous définirons ensemble comment la richesse des femmes et des hommes de la Garde nationale pourra se mettre au service de ce projet de société. Aujourd'hui, donc, nous célébrons la Garde nationale. Nous en mesurons chaque jour le succès, mais aussi, comme vous l'avez compris, la nécessité. Aujourd'hui, c'est aussi la journée nationale du réserviste. Et partout en France, des événements se tiennent qui fortifient le lien entre nos armées et notre nation et qui disent un mot unique à tous ceux qui s'engagent dans nos réserves. Ce mot, c'est merci. Vive la Garde nationale, vive la République, vive la France.
Monsieur le Président de la Commission Défense, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, mon général, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les réservistes et jeunes issus de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Garde nationale, je suis la générale Anne Fougerat et j'ai l'honneur depuis cet été d'être la secrétaire générale de la Garde nationale. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir fait l'effort de venir aujourd'hui, un samedi. Sachez que nous l'apprécions tous très sincèrement. Comme l'a rappelé la ministre des Armées, Florence Parly, à l'instant, la Garde nationale a été créée il y a tout juste 2 ans, jour pour jour. Sous sa forme moderne, du moins, puisque la précédente Garde nationale date de la Révolution française. Elle disparaîtra un siècle plus tard à la suite des événements de la Commune. Les plus attentifs d'entre vous auront d'ailleurs remarqué que la page Wikipédia de la Garde nationale a été mise à jour en conséquence. 2 ans, c'est à la fois peu et beaucoup. Peu parce qu'il reste encore à avancer sur de nombreux sujets, notamment celui de la notoriété. C'est la raison pour laquelle ces assises sont ouvertes cette année au public. Nous voulons favoriser l'engagement de nouveaux réservistes. Je vous en parlerai un peu plus tard et j'aurai une mission d'ailleurs à vous confier, si vous l'acceptez, bien évidemment. 2 ans, c'est aussi beaucoup, parce que la Garde nationale s'inscrit dans une continuité d'évolution des réserves déjà existantes, militaires et civiles. Toutes ces réserves bénéficient pour la plupart de fondations solides. Mais à ce sujet, connaissez-vous vraiment la Garde nationale ? Je vous propose de tester vos connaissances à travers un quiz avec vos téléphones portables. Êtes-vous prêts ? Je crois que oui. Je vous laisse prendre donc vos téléphones, suivre les instructions pour vous connecter à Weasombly. Nous allons utiliser cet outil pour recueillir vos réponses en temps réel pendant le quiz. Vous pourrez ensuite rester connecté durant toute l'après-midi, afin notamment d'interagir pendant les 2 tables rondes qui suivront. Tout se passe depuis votre navigateur Internet. Il faut utiliser l'URL de Weasombly qui apparaît sur l'écran derrière moi, app.weasombly.com. Je vous propose de vous connecter à la session. Entrez le mot-clé Garde nationale 2018 tout en minuscules. Vous pouvez vous connecter en Wi-Fi ou en utilisant votre connexion 4G qui devrait être suffisante. Nous avons tout fait pour. Lorsque vous répondrez aux questions, cochez simplement la case « Répondre anonymement ». Pour chacune des questions, vous avez 3 options possibles, vrai, faux, ne sais pas. Rassurez-vous, aucun piège, c'est parti. Première question. Les réservistes de la Garde nationale sont rémunérés lorsqu'ils sont convoqués pour une mission. Je vous laisse répondre. C'est parti. C'est la première question qui est la plus difficile. Après, vous allez répondre beaucoup plus rapidement. Réponse. Effectivement, c'est vrai. Les réservistes opérationnels sont rémunérés lorsqu'ils sont employés. Nous avons la chance d'en avoir un grand nombre parmi nous aujourd'hui, ce qui explique quand même, heureusement et certainement, le taux élevé de bonnes réponses.
Ces réponses ne sont pas toujours celles du grand public. Un récent sondage a été réalisé par l'IFOP pour la garde nationale auprès d'un échelon représentatif de la population française avec des résultats tels que affichés 55% vrai, 4% faux, 40% ne sait pas. Donc oui, les réservistes sont rémunérés à la journée selon les mêmes taux et modalités que les personnels d'active. La solde varie essentiellement en fonction du grade. À cela, nous pouvons ajouter les mesures financières dont Madame la ministre des Armées a parlé tout à l'heure. Mesures financières d'attractivité telles que l'allocation d'études spécifiques de 1 200 € environ pour les étudiants de moins de 25 ans qui s'engagent dans la garde nationale pendant leurs études, une aide au financement du permis de conduire de 1 000 € pour les jeunes réservistes de moins de 25 ans selon certaines conditions, une prime annuelle de fidélité de 250 € pour les réservistes qui effectuent au moins 37 jours d'activité par an au renouvellement de leur contrat. Autre question. Il faut être un ancien militaire, un ancien gendarme ou policier pour intégrer la garde nationale. Je vous laisse quelques secondes. Réponse. Faux. Félicitations à tous. Bonne réponse, donc faux, là aussi de votre part à tous, et même à l'unanimité. À la base, les réservistes étaient essentiellement des anciens militaires d'active ou anciens appelés du service national. Avec la suspension de celui-ci, la population de réservistes a donc logiquement évolué en intégrant des candidats issus désormais de la société civile. En comparant vos réponses avec celles du récent sondage, donc grand public, on se rend compte que ce point n'est pas forcément très clair dans l'esprit de tous les concitoyens. 24% de vrai, 37% de faux et 38% ne sait pas. 66,4% des réservistes sont actuellement issus de la société civile, sans aucun passé militaire. Mécaniquement, la moyenne d'âge des réservistes diminue. Plus de la moitié d'entre eux ont moins de 40 ans aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un sans faute de votre part, à quelques exceptions près pour la première question. Nouvelle question donc. Les réservistes de la garde nationale peuvent être armés dans le cadre de leur mission. Je vous laisse quelques secondes. Il y a un réserviste police nationale qui se manifeste là. Réponse. Vrai. Les réservistes de la garde nationale sont en général armés, pour la simple et bonne raison qu'ils accomplissent les mêmes missions que leurs camarades d'active. D'ailleurs, rien ne les différencie en apparence de ceux-ci, ils portent la même tenue. Ce point est encore flou pour le grand public, comme en attestent les réponses aux récents sondages. 37% vrai, 18% faux, 43% ne sait pas, soit finalement plus de la moitié. Ainsi, il n'y a pas de mission spécifiquement dévolue aux réservistes de la garde nationale. Les réserves sont intégrées pleinement aux forces. Pour vous rendre à ces assises, vous avez certainement croisé des unités sentinelles dans Paris, dans les gares, le métro, et parmi elles, parfois, des dispositifs mixtes, réserves, actives. En dehors de ces missions sur le territoire, la garde nationale compte dans ses réserves des spécialistes recrutés au regard de leurs compétences spécifiques, informatique, communication, droit, langue, etc. Autre question, réservistes de la gendarmerie s'abstenir. La garde nationale est l'autre nom de la garde républicaine, subdivision de la gendarmerie nationale, qui assure des missions de sécurité au profit des plus hautes autorités de l'État. À cette question, plus de la moitié des Français interrogés ont bien fait la distinction,
même si un grand nombre d'entre eux n'ont pas su répondre. 14% vrai, 47% faux, 38% ne sait pas. Et figurez-vous qu'il y a aussi des réservistes au sein de la garde républicaine qui appartiennent à la garde nationale. On peut donc appartenir aux deux en même temps. Je vous remercie de vous être prêtés à cette première étape quiz et je reviens sur le sondage grand public réalisé en septembre donc par l'IFOP. Il débutait par une première question. Avez-vous déjà entendu parler de la garde nationale? 50% ont répondu oui, soit un Français sur deux, ce qui évidemment est encourageant. Néanmoins, si les Français en ont entendu parler, ils ne savent toujours pas aujourd'hui bien expliquer ce que représente la garde nationale. Au 1er septembre 2018, la garde comptait 30 811 réservistes de la gendarmerie, 6 848 réservistes de la police, soit au total 37 659 réservistes dépendant du ministère de l'Intérieur. Du côté du ministère des Armées, 37 429 réservistes étaient recensés, 22 169 pour l'armée de terre, 5 820 pour l'armée de l'air, 5 748 pour la marine nationale et 3 797 pour les formations rattachées, le service de santé des armées, le service du commissariat des armées, etc. Soit au total 75 088 au sein de la garde nationale, servant les deux ministères, intérieur et armée, à part à peu près équivalente. Et les femmes dans tout ça? Toujours en 2017, elles représentaient 20,5% des effectifs de réservistes au sein de la garde nationale. Là-dessus, la garde nationale est en avance par rapport à la population de militaires d'actifs. À titre de comparaison, les femmes constituaient 15,5% des effectifs des armées en 2017. C'est encourageant. Pourquoi s'engager dans la garde nationale alors? En 3 hashtags. Hashtag expérience unique. En tant que réserviste, vous êtes amené à réaliser des missions variées et à découvrir un univers souvent à l'opposé de votre environnement professionnel et familial habituel. Hashtag fierté. Servir son pays, être utile à la société, être valorisé, c'est cet engagement qui fait sens, qui donne du sens. Nous le savons depuis plusieurs années, la sécurité est l'affaire de tous. Hashtag passerelle. Les réservistes incarnent le lien entre la défense, la sécurité intérieure et les citoyens, le lien armée-nation. Comment s'engager? À partir du site web de la Garde nationale, vous pouvez choisir de rejoindre les armées, la gendarmerie ou la police. Chacun dispose de ses propres procédures de recrutement. Une fois que vous aurez enregistré votre candidature en ligne, la procédure avant intégration sera plus ou moins longue avec des étapes incontournables, notamment entretien de motivation et visite médicale. Les employeurs s'engagent aussi. Lorsque vous vous engagez en tant que réserviste, cela a forcément un impact sur votre vie et demande un minimum d'organisation, en particulier lorsque vous êtes salarié. Bien que la loi oblige tout employeur aujourd'hui à libérer un salarié réserviste de ses obligations professionnelles 8 jours par an pour le privé et 5 jours pour le public, de nombreux salariés effectuent leurs jours d'activité sur leur congé. Sachez que de plus en plus d'employeurs s'engagent aussi en faveur de la garde nationale. En signant une convention de soutien, ils vont au-delà de ce minimum légal et permettent à leurs salariés réservistes de rester engagés en tant que réservistes, mais aussi engagés en tant que collaborateurs. À ce jour, 510 employeurs ont déjà signé une convention de soutien à la garde nationale. Je m'adresse à ceux d'entre vous qui, en qualité de chef d'entreprise, ne l'ont pas encore fait. Poursuivez votre engagement, signez la convention. Pour terminer, je vous propose la mission suivante, si vous l'acceptez. Vous êtes désormais tous des ambassadeurs de la garde nationale. Vous êtes réservistes, chefs d'entreprise, salariés, étudiants. Soyez fiers de votre engagement citoyen
et partagez votre expérience avec votre entourage, vos proches, vos amis, vos collègues, votre employeur. J'en profite pour officialiser l'arrivée de la Garde nationale sur Instagram, en plus des réseaux déjà existants, Facebook, LinkedIn, Twitter, pour continuer à faire vivre notre hashtag à tous, désormais le hashtag Garde nationale. Je vous remercie de votre attention. Avant de quitter l'amphithéâtre, à l'issue du discours de clôture de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, tout à l'heure, nous vous proposerons une toute dernière question visant à apprécier l'intégralité de ce séminaire, de cette rencontre, pour pouvoir, dès l'an prochain, en améliorer la teneur. Vous pourrez ensuite rejoindre l'extérieur pour un café de convivialité en présence de la secrétaire d'État et des autorités ici présentes, avant de nous diriger tous vers l'Arc de Triomphe pour la cérémonie du ravivage de la flamme. Je vous souhaite à tous de passer un excellent moment à l'occasion de ces deux tables rondes. La première concerne des témoignages de jeunes réservistes de la Garde nationale et la seconde rassemble des acteurs de la société civile qui s'engagent aussi pour construire une société de cohésion tournée vers ce qu'elle a de plus cher, sa jeunesse. Bon après-midi à tous. Je laisse la parole à Louis, qui va être l'animateur des deux tables rondes. Rebonjour à tous. Donc nous allons appeler nos jeunes réservistes, Mandy, Christophe, Benjamin, Laure, Pierre et Audrey, qui sont dans la salle. Venez, venez. Et vous pourrez donc leur poser des questions pendant leurs interventions. Grâce à Wizambly, je crois que vous avez compris la manip. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, asseyez-vous, évidemment. Vous avez les micros devant vous. Donc très simplement, je vais commencer par Pierre. Est-ce que Pierre, vous pouvez nous raconter déjà qui vous êtes dans le civil et comment, pourquoi vous vous êtes engagé dans l'armée de l'air en tant que réserviste? Donc, rapidement, pour commencer, donc dans le civil, je suis un ancien psychologue qui s'est reconverti dans le sport. Et mon travail, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens sur le plan physique et psychique. Et je suis actuellement en train de monter une société, de créer une société en crossfit. Alors, je sais que ça ne parle pas à tout le monde. Globalement, sport santé, on va dire. Et donc, l'armée, je l'ai découvert à l'âge de 15 ans, puisque j'étais élève à l'école des pupilles de l'air de Grenoble, l'armée de l'air, donc. Et ensuite, je me suis engagé comme réserviste militaire du rang fusilier commando, donc la protection défense des bases aériennes sur la base de Cazaux en 2008, formation initiale en 2008. Et je suis ensuite passé officier instructeur au centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air il y a 5 ans. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de former les futurs réservistes, jeunes réservistes, sur leur parcours initial, formation initiale. Très bien, merci beaucoup. Passons donc à Audrey pour la Marine nationale. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey. Donc dans le civil, je suis chargée de communication. Et au niveau de la réserve, je suis affectée au Fort de Vincennes, à l'APER Paris, l'antenne pour l'emploi des réservistes de Paris. Je m'occupe notamment de la prospection de réservistes sur des postes de réserve très variés, certains sensibles. Et je m'occupe également de tout ce qui est communication, recrutement, rayonnement. La semaine dernière, j'étais à Strasbourg pour justement faire découvrir la réserve à des jeunes de la région. J'ai découvert la réserve donc suite à une JDC, par hasard. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour le concept qui me permettait donc d'avoir une vie professionnelle et en même temps de pouvoir avoir une vie militaire, de pouvoir concilier ces deux passions. Alors, le coup de cœur pour la JDC, c'était pour l'intervenant JDC ou c'était pour la JDC en elle-même? Pour la teneur donc, du contenu de l'intervenant JDC. Voilà. Très bien, merci. Benjamin, maintenant pour donc, la réserve cyber, qui est donc une réserve spécialisée. Et peu d'entre nous, j'imagine ici, savent de quoi il s'agit. Donc Benjamin, merci de bien vouloir nous éclairer.
Dans la vie civile, moi je suis consultant en cybersécurité. Donc dans ma vie quotidienne, en fait, j'interviens sur des problématiques de sécurité, donc avec une entreprise qui sous-traite une bonne partie pour l'État, mais aussi pour d'autres entreprises, des grosses entreprises, des plus petites entreprises. On intervient vraiment sur différents niveaux. Et donc mon activité au quotidien, c'est tout simplement de protéger les infrastructures de toutes les agressions extérieures qui peuvent provenir de l'étranger ou de l'intérieur, tout simplement, de virus. Donc vous avez entendu parler de beaucoup d'entreprises qui ont été paralysées par ce qu'on appelle des ransomware. Donc tout ça, c'est mon travail au quotidien d'assurer donc cette protection des entreprises et donc de la donnée de l'entreprise qui reste réellement le pouvoir financier des entreprises, tout simplement. Donc mon engagement en tant que réserviste, il a été très simple, c'est que je suis passé par l'université pour faire mes formations en tant qu'informaticien. Peu d'entre vous doivent connaître ma formation qui est une MIAGE, donc un diplôme qui est extrêmement ancien et qui a su s'adapter en informatique aux évolutions de la problématique de notre métier. Et tout simplement, j'ai toujours voulu rendre à l'État français et donc à mon pays ce qui m'avait apporté au niveau informatique et pouvoir faire contribuer maintenant mes connaissances au pays pour assurer sa protection et répondre aux mêmes problématiques auxquelles je réponds dans ma vie d'entreprise au quotidien. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche de candidater auprès de la réserve cyber ou est-ce que c'est la réserve cyber qui vous a repéré et qui vous a proposé de la rejoindre ? Alors non, je n'ai pas été repéré par la réserve cyber, c'est moi qui me suis engagé de moi-même en ayant entendu parler par le biais des réseaux sociaux de cette création du CERPOC. D'accord, merci. Passons maintenant à Mandy, donc pour la gendarmerie. Donc, je m'appelle Mandy, je suis étudiante en commerce international. Je suis brigadier de réserve au sein de la gendarmerie nationale. Mes missions au quotidien au sein de la réserve, c'est la lutte anti-cambriolage, la surveillance générale, la lutte immigration clandestine, notamment sur les voies ferrées, donc au sein de gares. Désormais, on nous trouve aussi sur certaines lignes dans les TER. Et au-delà de ça, les manifestations sportives, l'encadrement et la police route. Très bien. Alors, j'allais dire Irma, pardon, mais c'est parce que Mandy, vous avez participé à la mission Irma. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, en septembre 2017, j'ai eu l'honneur et l'opportunité de faire partie de la première compagnie de réserve territoriale déployée sur l'île de Saint-Martin, dévastée suite à l'ouragan Irma sur l'île. Ce fut une expérience enrichissante sur le point de vue humain. Ça m'a permis de mettre en application tout ce que je faisais au quotidien dans ma région, en renfort brigade. Donc l'appliquer sur un territoire inconnu, sur un territoire dévasté avec une population en peine. Et les missions principales à Saint-Martin étaient la protection des biens et des personnes sur l'île. Très bien, merci beaucoup Mandy. Donc Laure, pour l'armée de terre. Tout à fait, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Laure. Dans la vie civile, je suis directrice régionale dans le commerce. Et au sein de la réserve, je suis donc sergent de réserve au sein du 24e régiment d'infanterie. Alors moi par contre, je ne connaissais pas du tout l'existence de la réserve jusqu'à ce que malheureusement... De patrouilleurs plus particulièrement, donc tout ce qui concerne le 17 police secours, donc les appels d'urgence. Voilà. Très bien, alors... La question, Christophe, c'est donc vous êtes policier municipal et en même temps réserviste dans la réserve civile de la police nationale. Est-ce que vous avez le même type de mission ou c'est différent ? Alors non, pas du tout. Hein. Donc on n'a pas du tout les mêmes missions. Hein. Pour ce qui me concerne, en tout cas la police municipale, on dépend donc déjà on dépend de monsieur le maire. Et après non, c'est très je m'occupe du moins plus, en tout cas, de ce qui est la commune en elle-même, tout ce qui est des écoles, contrôle routier et autres. On est assez limité dans nos missions. Donc non, rien à voir avec la nationale. Très bien, merci. Alors, j'ai vu un commentaire que je n'ai pas affiché, mais quelqu'un a effectivement remarqué que Christophe était dans le clip qui est passé en introduction. Donc bravo. Je vais revenir sur Pierre.
tout au fond. Alors, Pierre, est-ce que le fait d'être préparateur physique a facilité l'engagement dans la réserve et notamment la formation initiale? Sur le plan des capacités physiques, Oui. c'est pas indispensable du tout pour être réserviste. Moi, ça m'a permis d'être opérationnel sur la première fonction que j'avais, c'est-à-dire fusilier commando, protéger une base aérienne. Donc oui, c'était un plus. Mais comme je le disais avant, j'étais psychologue à la base, donc je sais pas forcément. J'ai toujours été passionné de sport, mais ça n'a pas été mon outil principal pour persévérer et pour rentrer dans la réserve. Non. Donc vous diriez, pour être réserviste aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'être un sportif exceptionnel ou être en bonne condition physique, c'est déjà suffisant? Être en bonne condition physique, c'est un plus. Mais je pense que toutes les missions qui sont proposées aujourd'hui aux réservistes permettent de servir le pays sans distinction de capacité physique. C'est ce que j'ai pu observer, en tout cas, dans l'armée de l'air, oui. Très bien, merci. Et je pose la question à Benjamin. Est-ce que Benjamin, pour entrer dans la réserve cyber, vous avez dû passer des examens physiques ou c'est davantage concentré sur votre spécialité qui est l'informatique? Alors effectivement, pour entrer dans la réserve de cyberdéfense, physiquement, on n'a pas besoin d'avoir d'énormes capacités, étant donné notre activité. On n'est pas les profils les plus sportifs, bien que d'un point de vue santé générale, vaut mieux rester en bonne santé, je le précise. Plus sérieusement, il n'y a pas non plus besoin d'avoir de connaissances spécifiques en informatique, puisqu'on accueille beaucoup d'étudiants au sein du CRPOC. Il faut avoir des notions d'informatique, être au moins étudiant en informatique. Il n'y a pas besoin d'avoir une très grande spécialité ou d'être vraiment très spécialisé dans ce domaine, parce que le domaine de l'informatique, c'est tout ce qui touche au niveau infrastructure, et après on remonte sur des choses qui sont un peu plus techniques, sur de l'analyse de logiciels ou des choses comme ça, mais initialement on a besoin vraiment de tout le monde en informatique. S'il y a besoin de reconstruire une infrastructure, on aura besoin de personnes qui savent tout simplement câbler, et après de personnes plus spécialisées. J'en profite en parlant donc des spécialités pour poser la question à Audrey. Donc la générale Fougera parlait des réservistes spécialistes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une réserviste spécialiste du fait de vos compétences en RH? Oui, c'est vrai qu'on peut apporter un éclairage un peu plus spécialisé par une formation civile qui se complète avec les formations militaires, donc des militaires d'active. Donc c'est effectivement un plus qui peut être intéressant pour notre employeur civil comme militaire. Très bien, merci. Alors je vois une question qui est apparue donc, de la part de la salle. Donc c'est une question pour Mandy. Les réservistes déployés sur Irma étaient uniquement des volontaires? Oui, un appel à volontaires a été lancé sur notre plateforme Minotaur, et c'est suite à cet appel à volontaires qui a été lancé que les réservistes se sont positionnés. Très bien. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de volontaires? Est-ce qu'au sein de vos camarades réservistes, vous avez été nombreux à candidater? Si je ne me trompe pas, au niveau national, on était plus de 800 à postuler. Et après, au-delà de ça, dans ma région, je ne sais pas vraiment combien nous étions de réservistes. D'accord, merci. Ben, je vois encore une autre question. Donc, pardon, je ne l'ai pas affiché, vous voyez. Donc c'est pour Christophe. Christophe, dans le clip, il est mentionné que tu es aussi ex-ADS, donc adjoint de sécurité SEXA. C'est la question. Alors oui, donc je ne l'ai pas mentionné, pardonnez-moi, durant ma présentation. Donc effectivement, je suis donc aujourd'hui réserviste auprès de la police nationale, du fait que j'étais ex-ADS, donc adjoint de sécurité, durant 5 ans et demi précisément. Et donc il me semble aussi que c'est le fait d'avoir été pendant 5 ans dans la police, donc en tant qu'ADS, que ça a amené ensuite votre engagement aujourd'hui dans la réserve civile. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, s'il vous plaît? Oui, c'est exact. Alors, ce qui s'est passé donc après la fin de mon contrat, j'ai été contacté 2 ans après, à savoir si j'étais intéressé pour effectuer des missions de réserviste pour la police nationale. Je ne vous cache pas que je ne connaissais pas du tout la réserve civile. J'ai appris, je me suis renseigné et j'ai
voilà, je me suis dit oui, pourquoi pas, et puis je me suis volontairement, je me suis dit oui. Très bien, merci. C'est vrai que si la garde nationale a effectivement besoin d'être connue, c'est également le cas de la réserve civile de la police qui monte en puissance. Une question pour Laure. Donc Laure, je voulais savoir, donc effectivement, on pourrait se dire, Laure, sergent dans l'armée de terre, servant dans Sentinelle, est-ce que ça a été difficile d'arriver dans la réserve en tant que femme pendant peut-être la formation initiale ou pendant les missions où vous avez été intégrée très facilement? Non, je ne pense pas qu'il y ait une difficulté particulière. Après, je pense que le caractère joue beaucoup aussi, où on montre simplement en fait notre volontariat, notre envie, et à partir de ce moment-là, on est vraiment une unité. Donc, je ne pense pas qu'il y ait sincèrement de différence. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu entre les hommes et les femmes, et je n'ai pas eu de difficulté à intégrer la réserve par rapport à ça. Aucunement, en tout cas. Très bien. En tant que sergent, donc chef de groupe, vous êtes amené à commander des hommes et des femmes pendant vos missions, on est bien d'accord? Tout à fait. Après, moi, c'est vrai que mon travail civil m'aide aussi beaucoup par rapport à ça, puisque je manage quand même un certain nombre de personnes dans mon travail au quotidien. Mais tout à fait, chef de groupe au sein de la réserve amène à commander des hommes, bien sûr. Merci. Alors, encore une question pour Benjamin, décidément. Benjamin, comment les entreprises de cybersécurité peuvent-elles participer à la réserve? Alors ça, c'est une excellente question. Comment les entreprises de cybersécurité peuvent participer à la réserve? Bien, tout simplement parce que les agressions entre le civil et le militaire sont exactement les mêmes. Lorsque vous avez une attaque sur des équipements dans le civil ou une attaque sur des équipements militaires, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est la puissance d'un État qui va attaquer un autre État. Je suppose que nul ici n'est dupe et se doute qu'actuellement, la prochaine guerre mondiale qu'il y aura sera celle du numérique, dans laquelle nous sommes déjà peut-être les deux pieds dedans. Je vous laisse faire référence aux différents articles et aux différents papiers qui sont dans la presse, qui sont assez proches de la réalité, même si ils ne montrent pas la face émergée de l'iceberg. Dans le civil, on a la capacité en fait à avoir un petit peu plus de temps et de réactivité, car on est tous professionnels de l'informatique, on est tous passionnés par notre métier en général. Lorsqu'on travaille dans la cybersécurité, on n'y va pas par hasard, et donc on passe énormément de temps à travailler sur des problématiques de sécurité justement. Lorsqu'il y a une attaque, il y a beaucoup de forums qui en parlent. On essaie de reproduire les attaques, on essaie de reconstruire les environnements sur des postes virtuels qui nous permettent après justement d'essayer de graduer une réponse technique. Et donc avec notre travail en civil, donc là par exemple je travaille sur des entreprises qui ont des grosses infrastructures qui peuvent s'apparenter à des infrastructures de l'armée. On a justement des attaques qui vont être sur ces équipements et qui vont permettre à nous de tester nos réponses. Parce qu'en collaboration justement avec les entreprises, parfois on nous laisse effectuer des tests pour voir si les équipements tout simplement résistent, et régulièrement on effectue des tests avec les entreprises qui sont les plus aguerries et qui sont les plus sensibles à cette problématique de cybersécurité. Donc en fait c'est un peu un apport qui est double entre l'armée et entre de ce qu'on voit dans le civil. Quoi qu'il en soit, l'espace numérique, il n'y a pas de distinction de civil ou d'armée dedans. Tout le monde est vulnérable. Vous avez tous ici des téléphones portables, donc vous êtes tous potentiellement une victime d'une cyberattaque. Voilà. Une cyberattaque qui, espérons, n'arrivera pas par Wisambly. Voilà. Merci Benjamin. Une question encore pour Pierre, que je vais afficher. Comment vos employeurs voient-ils cet engagement au sein de la garde nationale? J'ai jamais eu d'employeur de ma vie à part l'armée de l'air. Je suis auto-entrepreneur, entrepreneur depuis toujours. J'ai eu des clients qui sont apparentés à des employeurs, on va dire. Et ça a toujours été un problème. J'ai toujours dû faire un choix. J'ai toujours fait mes périodes de réserve sur mes vacances. Ça a toujours été un problème et j'ai toujours dû négocier ma possibilité de partir en mission de réserve. Donc, dans un premier temps, c'était un job étudiant, donc ça allait très bien. Mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler, je suis frustré de ne pas pouvoir m'investir plus dans la réserve. Très bien. C'est une bonne transition sur le fait, donc on a Mandy qui est encore étudiante. Ça marche, pardon. Comment on négocie justement cette transition entre la vie étudiante, où par définition on a le temps, et en particulier l'été pour les formations, et quand on entre dans la vie active, peut-être Audrey?
Oui, alors c'est vrai que concilier une vie professionnelle avec un engagement de réserve assez fort, qui peut aller de 30, 40 à plus de jours, c'est assez compliqué, même s'il y a de nombreuses mesures qui sont mises en place maintenant, des partenariats avec des entreprises. Néanmoins, il y a encore beaucoup trop de réservistes clandestins, comme on dit, dont les employeurs ne connaissent pas l'engagement. Mais voilà, moi je sais que personnellement, j'ai presque pris le parti de choisir mes employeurs en fonction de la liberté qu'ils me laissaient pour faire de la réserve. Mais ce n'est pas voilà, une possibilité qui est ouverte à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui devient forcément plus difficile quand en plus on a une vie familiale qui se rajoute, etc. Mais bon, en général, c'est la force de l'engagement qui permet de trouver les mots justes avec les employeurs. Et je crois qu'on parle de plus en plus de la garde nationale, donc quelque chose voilà, de positif maintenant pour éventuellement permettre à tous les réservistes de faire un nombre minimal de jours par an. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à peu près à combien de jours par an? En moyenne, 35-40. Très bien. Merci. La même question pour Laure? Alors moi, je sacrifie clairement toutes mes vacances, tous mes week-ends. J'ai la chance d'avoir un statut qui me permet d'avoir des RTT, des récupérations. Je suis aussi maman d'un petit garçon, donc ça m'oblige à concilier ces 3 vies, on va dire. Mais de ce fait, je peux monter facilement jusqu'à 60, voire plus de jours. Mais c'est vrai que c'est sur mon temps personnel. Ma société est au courant de mon engagement au sein de la réserve. En est d'ailleurs fière, en tout cas je pense, et c'est ce qu'ils me disent. Cependant, je ne prends pas de jours spécifiquement pour ça, parce que je ne veux pas que ça influe non plus sur mon travail, sur lequel ils m'attendent aussi parallèlement à ça. Mais j'arrive quand même à concilier beaucoup de jours pour la réserve, mais au détriment de vacances ou autres. Voilà. Alors justement, on me dit dans l'oreillette que Marionneau n'est pas encore signataire de la convention de soutien. Pas encore, Voilà. j'en ai parlé récemment d'ailleurs au RH, mais pas encore, non, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une question pour vous. Laure, comment faire accepter à ton employeur, pas du tout lié aux armées, ton engagement dans la réserve? Donc, comment ça s'est passé, par exemple, pour Marionneau? Alors moi, quand je suis rentrée dans la réserve, j'étais déjà dans cette société-là. Hein, donc j'ai été très transparente avec eux en leur disant, en tout cas en leur faisant part de mon souhait d'intégrer la réserve. Et à partir du moment où ça n'influe pas et ça ne porte pas préjudice à mes objectifs que je peux avoir parallèlement et qui est tout à fait normal, ils n'y ont vu aucun objectif et ils ont été très curieux parce qu'il me semble, sans dire de bêtises, que je suis la seule réserviste de cette société qui pourtant a de très nombreux salariés. Donc voilà. Ouais. Une autre question que j'affiche qui est liée. Mon employeur ne connaît rien à la réserve, a besoin de comprendre cet engagement et le cadre légal. Vers qui puis-je me diriger, le diriger? Déjà, vous, en tant que réserviste, vous êtes une première source d'information. Et est-ce que, donc, dans le cadre de Marionneau, est-ce qu'ils ont demandé d'autres informations? Non, ils n'ont pas demandé d'informations. Ils se sont renseignés vraiment, mais c'était plus pour de la curiosité qu'autre chose. Mais non, ils ne m'ont demandé aucun document ou aucun renseignement complémentaire. Très bien, merci. Christophe, une question pour vous. Quelles sont vos ambitions au sein de la réserve? Alors moi, mes ambitions, donc elles sont très très simples. Donc en tant que ex-ADS, j'ai persévéré en tout cas du moins pour obtenir le concours de gardien de la paix, ce qui me permet en tant que réserviste civil donc de la police nationale, c'est d'avoir toujours un pied du moins dans la nationale, malgré que je sois municipal aujourd'hui. Et du fait de travailler mon concours, que j'ai malheureusement échoué, du moins, pour vraiment intégrer... pour moi, la réserve civile, c'est d'avant tout, de prouver mes qualités et du fait que j'aimerais obtenir, en tout cas, le concours de gardien, dans un premier temps, et d'évoluer au sein de la police nationale. Mais voilà, réserviste, pour moi, je le considère comme une étape, vraiment, pour que je puisse avancer dans la vie. Merci. Mandy, une question un peu piège, puisque vous êtes encore étudiante, mais la question c'est, que vous apporte professionnellement votre engagement dans la réserve? Donc pour vous, ça serait plus
qu'est-ce que cet engagement dans la réserve de la gendarmerie aujourd'hui pourrait potentiellement vous apporter en tant que future active? Grâce à mes missions dans la réserve, j'ai acquis beaucoup plus de confiance en moi, l'esprit d'initiative et le travail en équipe que j'ai appris au sein de la réserve, notamment avec les anciens d'actifs qui m'ont beaucoup apporté et m'apportent toujours beaucoup. Donc oui, je pense que d'un point de vue professionnel, ça pourrait s'appliquer au niveau travail en équipe, initiative et puis l'adaptation aussi, puisqu'il faut savoir s'adapter au sein de nos missions et on ne se laisse pas perturber par un imprévu ou quelconque. Très bien, merci. Une question pour tout le monde. C'est vrai qu'on peut se dire, je veux m'engager dans la garde nationale, mais comment se fait le choix de l'arme par les réservistes? Comment vous vous êtes dit, je rejoins l'armée de l'air, je rejoins l'armée de terre, je rejoins la police, la gendarmerie? Donc peut-être pour Pierre, au fond, qu'est-ce qui a motivé ce choix de l'armée de l'air? J'étais au lycée militaire de l'armée de l'air, donc c'est vrai. Très j'ai bonne pas réponse. été très curieux, on va dire. Et Audrey? Pourquoi la marine? J'ai toujours eu une fascination pour les bateaux, les bâtiments, les différentes missions. Voilà. Bon, la cyber. Alors nous, c'est un peu particulier parce que comme on est un petit peu transverse, donc comme je disais tout à l'heure, l'espace numérique, il n'a pas réellement de frontières. C'est tout simplement notre centre de rattachement qui décide l'arme dans laquelle on va être employé en fonction des besoins. D'accord. Je vais juste redonner le micro à Audrey parce qu'on a une question dans la salle encore. Audrey, un réserviste dans la marine issu du civil, a-t-il des opportunités d'embarquer? Alors oui, c'est possible. Dans l'idéal, on lui conseille plutôt de faire un VOA, donc d'être d'actif pendant 1 an. Donc VOA? VOA, volontaire aspirant, et plutôt développer donc des compétences embarquées qui sont bien particulières, comme chef de car, etc. C'est possible, il y a des réservistes embarqués, il y a des réservistes à terre, donc la possibilité existe. D'accord. Revenons donc à Mandy. Comment le choix de la gendarmerie s'est-il fait? Donc, j'ai toujours été attirée par les forces de l'ordre. Ça a commencé par les pompiers, ensuite la police. Et puis, mon grand-père était militaire, donc il m'a fait baigner dans le milieu militaire. Et pour allier police et côté militaire, j'ai trouvé la gendarmerie. Et avant de... C'est un bon résumé. Avant de passer le concours sous-officier, je voulais avoir une idée concrète de ce que représentait le métier de gendarme. Donc j'ai intégré la réserve opérationnelle de la gendarmerie pour être au contact des actifs et du métier. Donc quelque part, cet engagement dans la réserve, c'est peut-être une façon de voir ce que c'est avant d'envisager un engagement dans l'active. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Oui, c'était comme ça que je le voyais. Et puis ensuite, j'ai découvert le commerce international qui me plaît énormément et qui est aussi une branche d'avenir, je pense. Donc pour moi, à l'avenir, ce serait plutôt de concilier les deux, le commerce international et garder surtout mon engagement dans la réserve, dans la gendarmerie. C'est très clair, merci. Donc Laure, la même question? Alors moi, c'était plus par rapport à ma famille, parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père et des cousins à moi étaient tous dans l'armée de terre et notamment dans l'infanterie. Donc le choix était tout dirigé pour moi et il n'en était... c'était tout tracé et je voulais vraiment être dans l'armée de terre et idéalement dans l'infanterie. Voilà. Très bien, merci. Et Christophe, bon, on a la réponse, mais je vous laisse quand même nous la rappeler. Vous avez été... Ex-AD, c'est ça? C'est ça. Et vous avez été appelé par la réserve civile. Tout à fait, c'est ça, oui. Très bien. Beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les afficher. Peut-être ce qu'on peut vous demander, c'est quel est votre niveau d'études aujourd'hui. On a peut-être l'impression que c'est uniquement des diplômés de master qui peuvent entrer dans la réserve, mais vous allez, je pense, en témoignant que ce n'est pas le cas. Donc peut-être en repartant de Pierre. Moi, j'ai fait 2 masters, un en psychologie et un en sciences du sport. Donc merci, je merci correspond beaucoup pas Pierre, du tout à la merci. description. Alors j'ai également 2 masters, donc un en histoire de l'art et un en RH. Bon, cyber. Oui, donc moi j'ai un master en méthode
en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Et moi, je suis à Bac+3, donc actuellement étudiante en licence professionnelle métier du commerce international. Très bien. Mais Mandy, vous vous êtes engagée, attention, vous êtes engagée juste après le bac, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, sur la même année du bac, j'ai fait mon dossier pour intégrer la réserve et tout s'est enchaîné, le bac, la réserve et ainsi de suite. Très bien. Laure? Alors moi, j'ai pas de master. J'ai une licence et j'ai un DE, un diplôme d'état de professorat de danse, donc ce qui équivaut à un niveau Bac+3. Cependant, bon nombre de réservistes de chez nous n'ont pas forcément de niveau d'études supérieur au bac ou n'ont ou pas d'ailleurs le brevet et s'en sortent brillamment au sein de notre régiment, bien au contraire. Et de ce fait, il ne faut pas que ce soit du tout bloquant. Et bien au contraire, il y en a vraiment pour tous les niveaux d'études. Je trouve que c'est aussi une force de la réserve qu'on a aujourd'hui. Alors me concernant, effectivement, je n'ai ni le bac ni de master. Mon niveau d'études CAP et BEP dans le bâtiment, donc absolument rien à voir avec la police. D'accord. Non, mais ce qui était effectivement, merci à nos double masters du fond d'avoir brisé notre démonstration, c'est que cette condition de diplôme n'est pas indispensable pour intégrer la réserve. À partir de 17 ans et que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez fait pendant vos études et vous continuez vos carrières maintenant, aujourd'hui. Merci beaucoup à vous six pour vos témoignages. J'ai vu un commentaire vraiment sympa qui s'est affiché, que je ne vois plus, mais qui est merci à nos 6 réservistes pour leur témoignage rafraîchissant. Les rafraîchissements, ce sera après. Et merci parce que c'est vrai d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile devant plus de 400 personnes ici de raconter cet engagement. Donc merci de l'avoir fait et vous pouvez chaleureusement les applaudir. Donc nous allons maintenant passer à une nouvelle table ronde, donc la deuxième de la journée, qui est une table ronde autour donc, de l'engagement citoyen. La garde nationale, l'engagement comme réserviste, est effectivement une des formes de cet engagement citoyen, mais il y a d'autres acteurs qui s'engagent pour faire bouger les choses, pour changer la société, pour l'améliorer. Donc nous avons le plaisir de recevoir Jean-Claude Delmas, donc, qui est le DRH de Casino, Ingrid Lamry, Donias qui vous racontera tout ce qu'elle fait, parce qu'elle fait beaucoup de choses, Donias Amamra, de Meet My Mama, qui est une start-up sociale et qui vous racontera également ce qu'elle fait, Olivier Creusy, qui est directeur des études à l'ISCOM Paris, qui est une école de communication, et Moussa Kamara, le président de l'association Les Déterminés, qui favorise l'entrepreneuriat dans les banlieues. Je vous demande de les applaudir, ils vont nous rejoindre. Et je vois également Donia qui arrive. Donc comme précédemment, allez-y, installez-vous. Comme précédemment, vous pouvez continuer à envoyer vos questions ou vos remarques sur Wizambly et elles apparaîtront au fur et à mesure et ça viendra structurer nos échanges. Vous avez également donc, les écrans devant vous, vous pouvez rebondir sur les questions. Commençons peut-être par Donia. Donc je parlais de Meet My Mama. Racontez-nous ce qu'est Meet My Mama, s'il vous plaît. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Meet My Mama. Non ? Ok. Alors, donc, Meet My Mama, c'est une start-up qui a Impact, qui a pour but de révéler les talents culinaires des femmes qui viennent des 4 coins du monde, donc des femmes migrantes qui sont réfugiées, immigrées ou expatriées, qui ont toujours eu un rêve de vivre de leur passion pour la cuisine, mais qui n'avaient pas forcément tous les moyens pour en vivre. Ça peut être la barrière de la langue pour certaines, le manque de confiance en soi, le fait d'être une femme aussi, puisque dans la restauration, il y a 90% des chefs qui sont des hommes, alors que quand on pose la question à ces chefs « qui vous a appris à cuisiner ?», en général, c'est leur mère ou leur grand-mère. Mais on ne parle jamais des femmes en cuisine, on ne les met jamais en avant, alors que normalement, c'est les rôles modèles qu'on devrait avoir. Et à côté de ça, on s'est rendu compte, donc, avec mes associés Lumna Youssef, qu'il y avait énormément d'entreprises qui faisaient appel à des traiteurs, mais c'était souvent les mêmes petits fours qui étaient proposés. Donc des petits fours, on connaissait déjà un petit peu ce qu'on allait manger, et surtout, on ne savait pas qui cuisinait et pourquoi ça avait cette forme, pourquoi on utilisait cette épice.
Alors on s'est demandé comment on pourrait faire pour justement connecter ces deux mondes qui ne se côtoient pas forcément. Et la réponse a été de créer Meet My Mama, la première plateforme qui va regrouper toutes les femmes chefs traiteurs cuisine du monde. Et on propose aux entreprises des voyages culinaires, donc ça peut être des petits déjeuners, des déjeuners d'équipe, des cocktails, avec à chaque fois un voyage différent. Donc vous pouvez voyager en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est ou encore au Maghreb. Et la particularité, c'est que lorsqu'on va en entreprise et quand l'entreprise a la possibilité, la mama vient également sur place pour pitcher comme aujourd'hui et raconter un petit peu son histoire et qui elle est. Et en parallèle de la partie Meet My Mama traiteur, on a monté une association qui s'appelle Empower My Mama. Et sous Empower My Mama, on a différents pôles et notamment la Mama Academy, qui est la première académie qui va former et outiller toutes les femmes migrantes qui soient libres de leur passion pour la cuisine et qui n'ont pas les moyens. Donc tous les freins qu'on a cités tout à l'heure, à chaque fois, on essaie d'apporter une réponse et des outils pour leur permettre d'être autonomes, indépendantes et de faire d'elles de vraies femmes chefs entrepreneurs. Merci Donia. Est-ce que vous vous déterminez comme une start-up, une entreprise, une petite entreprise sociale engagée? Oui, tout à fait. Donc on est une entreprise classique à impact. On préfère utiliser à impact. Puisque pour nous, le business et le social, ça va ensemble. Et si on veut avoir plus d'impact, on a forcément besoin de plus d'argent. Et c'est d'ailleurs ce que le MAMA aussi souhaite avoir à chaque fois, des grosses prestations pour avoir plus d'argent. Mais la partie impact, elle est à la fois dans la partie Meet My Mama, puisqu'on permet à des collaborateurs de découvrir des parcours différents en amenant la mama sur place, mais également en ayant créé l'association Empower My Mama pour outiller toutes les femmes. Très bien, merci. Moussa, donc à propos de l'association Les Déterminés que vous avez créée, je crois que le micro est là. Oui, en effet, on a lancé Les Déterminés il y a à peu près quelques temps, ça va faire bientôt 4 ans, parce que notre ambition, c'était de pouvoir agir concrètement en direction des habitants des quartiers populaires et après des zones rurales, pour pouvoir les accompagner dans leur parcours entrepreneurial. Et ça, pourquoi on a voulu faire ça? C'est parti un peu de mon histoire personnelle, parce que moi, je suis né dans un quartier qui était à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Et en fait, quand j'ai grandi dans ces quartiers, les perspectives d'évolution et d'avenir étaient très compliquées pour nous de pouvoir se projeter dans un parcours professionnel, parce qu'on n'avait pas forcément autour de nous beaucoup de modèles de réussite. Et l'idée pour moi, ça a été l'entrepreneuriat qui m'a mis le pied à l'étrier. Après mon bac pro logistique, j'ai eu une opportunité de me lancer dans les métiers du télécom. Et finalement, ça m'a permis de créer mon propre emploi, de générer un revenu économique. Et finalement, ça m'a permis de sortir un peu de mon quartier et de rencontrer des personnes totalement différentes. Et ça a été important pour mon engagement associatif, parce que très tôt, à l'âge de 21 ans, je me suis engagé dans l'associatif pour pouvoir aussi contribuer en fait à la réussite sociale et culturelle et aussi économique de nos habitants. Et il y a 4 ans, en fait, quand on a voulu lancer le projet des Déterminés, notre idée, c'était de se dire que dans ces territoires-là, il y a un taux de chômage qui est assez fort, il y a des difficultés sociales qui existent, et pour essayer d'apporter des solutions concrètes, que si on voulait qu'il y ait une réussite sociale dans ces territoires-là, il fallait que cette réussite sociale elle soit accompagnée par une réussite économique. Et cette réussite économique, elle devait aussi passer pas uniquement par l'emploi, mais par les formations, par l'emploi, l'apprentissage, mais aussi par l'entrepreneuriat. Pourquoi aujourd'hui on croit à l'entrepreneuriat comme vecteur d'inclusion pour ces habitants et c'est toutes ces personnes qui sont éloignées des bassins économiques? Parce que par le travail, par l'effort, par aussi une réussite personnelle, qui n'est pas forcément tout de suite la réussite matérielle ou financière, mais juste se lever le matin, se dire voilà, j'ai un projet dans lequel je vais aller au bout, je vais sacrifier, je vais m'investir pour que ça fonctionne. Ben finalement déjà ça peut être une forme c'est très valorisant et c'est une forme entre guillemets d'engagement pour ses habitants. Et pour nous, valoriser les entrepreneurs, c'est important parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui sacrifie du temps, c'est une personne qui va peut-être échouer son projet, peut-être qu'elle va le réussir, mais aussi c'est pas évident quand on est tout seul, on est isolé, on n'a pas forcément les bons réseaux, on n'a pas forcément des modèles de réussite autour de nous, donc on se pose énormément de questions pour pouvoir se lancer. Donc nous, le programme qu'on a voulu mettre,
c'est une formation qui va accompagner cette énergie entrepreneuriale. Sur 6 mois, on va sélectionner des personnes, pas sur leur projet, pas par rapport à l'état d'avancement de leur projet ou leurs compétences ou leur niveau d'études. Nous, on les accompagne vraiment la personne, sa capacité à se projeter, sa motivation, sa détermination. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, pendant 6 mois, on les accompagne. Et à l'arrivée, certains ils créent leur entreprise, d'autres vont pas forcément créer leur entreprise, mais on a mixé les publics entre les territoires ruraux et les quartiers populaires. Et ça a été aussi important de pouvoir mixer ces publics parce que c'est les mêmes réalités, parfois c'est les mêmes difficultés. Et c'est vrai que aussi accompagner dans ces territoires éloignés et leur donner la possibilité, l'opportunité de pouvoir lancer un projet, c'est la contribution et c'est ce qu'on fait avec les déterminés depuis à peu près 4 ans. Merci Moussa. Ce que vous disiez à la fin sur les codes, les codes des jeunes, les codes de la jeunesse, va faire la parfaite transition donc avec Jean-Claude Delmas, DRH de Casino, qui se trouve, donc, dont l'entreprise se trouve être signataire de la Convention de la garde nationale. Attention, chef d'entreprise. Et vous avez été, donc Casino a été récompensé hier par le prix de la garde nationale, donc qui récompense les employeurs qui sont particulièrement illustrés durant l'année écoulée dans leur soutien à la garde nationale. Oui, bah, écoutez, on a eu la fierté de recevoir ce prix hier. Bon, le groupe Casino, vous nous connaissez certainement au travers de nos enseignes sur Paris, Monoprix, Franprix, les hypermarchés géants Casino, des supermarchés, Cdiscount, Leader Price, une activité qui est très diversifiée dans la distribution en France aujourd'hui. C'est 225 000 personnes dans le monde et 75 000 en France. La particularité du groupe Casino, c'est qu'on a 120 ans d'histoire et 120 ans, j'ai envie de dire, d'innovation commerciale, mais aussi d'innovation sociale. C'est dans l'ADN de l'entreprise de travailler ces sujets pour différentes raisons. Bien sûr, certaines qui sont pratiques, puisqu'on est une entreprise de magasin ouverte sur le public et la réalité fait que l'image qu'on donne à nos clients, c'est tout ce qui se passe dans l'entreprise. Mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'une entreprise aujourd'hui se doit, si elle veut recruter des collaborateurs, fidéliser des collaborateurs, trouver du sens, donner du sens à ses collaborateurs, de s'ouvrir un petit peu, pas seulement sur les classiques processus RH, de rémunération, de formation, d'accompagnement, etc., de projet de carrière. Elle se doit aussi de s'ouvrir sur des choses un peu plus modernes, un peu plus innovantes, et en particulier l'engagement citoyen. Alors là, c'est la réserve nationale qui est mise à l'honneur aujourd'hui, mais dans le groupe Casino, on travaille aussi bien sur la reconnaissance de l'engagement des gens qui veulent accompagner des handicapés, qui veulent faire de l'aide aux aidants, qui veulent... J'ai une demande récente pour soutenir les pompiers volontaires, pour tout vous dire. Donc, on va travailler là-dessus, parce qu'on pense que les personnes dans la société et dans l'entreprise. Et j'ai beaucoup aimé les témoignages des jeunes qui sont passés tout à l'heure, parce que ça m'éclaire beaucoup. Je pense que ça nous a tous éclairés. C'était très sincère, très complet, très riche, j'ai envie de dire ça, par rapport aux attentes et aux actions qu'on doit mener dans l'entreprise par rapport à cela. Alors, je rentrerai peut-être un peu dans le concret tout à l'heure, mais il ne faut pas que ce soit que des mots. Il faut que ça soit, que dans l'entreprise, cette possibilité de participer à l'engagement citoyen se traduise par des choses concrètes. Merci. Moussa, vous avez un message sympa de la part du général Kim qui commande les réserves de la gendarmerie. Je l'affiche pour tout le monde. Voilà, ça fait plaisir. Hein. N'hésitez pas à continuer à contribuer. Et à les signer, si vous voulez. Donc merci mon général. Nous continuons avec Olivier. Donc, Olivier, donc en tant que responsable d'école, on contacte tous les ans avec des nouvelles générations, des nouveaux jeunes. Vous les voyez évoluer très très vite. Quel regard portez-vous sur cette tête de sens qui caractérise les générations Y, Z, millennials? Moi, je suis un éternel optimiste. Ça fait 15 ans que je suis dans l'éducation et je n'ai eu, année après année, que des preuves d'une qualité humaine. Et je pense que l'humanisme est ancré au fond de l'homme et que c'est transgénérationnel et que nos jeunes ne sont pas différents et n'ont pas été massacrés par une nouvelle technologie ou quoi que ce soit d'autre. Je crois que ce sont des générations souvent inquiètes,
Parce que n'oublions pas que la préoccupation d'un jeune aujourd'hui, c'est d'abord de s'intégrer dans la vie sociale et donc dans le monde professionnel. Et c'est vrai que nous sommes aussi tous, en tant qu'acteurs économiques, responsables de ça. Ils sont inquiets parce que l'environnement global, géopolitique, les touche. Et je crois que l'inquiétude est renforcée par la problématique des interlocuteurs. Ce sont des jeunes à qui il faut parler. Il faut que nous nous mobilisions de plus en plus pour être disponibles, pour les écouter, leur parler. Nous, en tant qu'école, par exemple, nous développons des technologies de e-learning pour dégager du temps. Ce n'est pas pour faire moins de cours ou plus payer les profs, c'est pour que l'apprentissage qui peut se faire seul, connecté, qui est souvent répétitif, qui peut être un peu fastidieux, se fasse en dehors du temps que nous partageons avec nos étudiants. Et nous conservons le temps d'études pour observer, pour critiquer, pour mettre en perspective, pour essayer de comprendre le monde qui les entoure. Moi, je travaille dans la communication, ce n'est pas un métier hyper scientifique, très compliqué si on regarde dans les détails des choses. Mais nous avons une énorme responsabilité puisque nous parlons aux autres. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Donc il faut comprendre dans quel pays on travaille, il faut comprendre une économie, il faut comprendre un contexte politique. Et en même temps que nous faisons un effort sur la technologie, nous travaillons sur des programmes qui réintègrent de plus en plus des socles, ce que j'appelle des socles, qui sont les socles de connaissances, on va dire, citoyennes au sens large. Parce que si on ne comprend pas effectivement les grands enjeux de son propre pays, de l'Europe, des grandes ONG internationales, des grandes organisations internationales, on ne peut pas être très pertinent, à mon avis, en tant que futur communicant qui parlera au nom d'une entreprise, au nom d'un parti politique, au nom d'une entité internationale. Je crois que la question, c'est le débat, c'est leur parler, être disponible. Ça touche toute la filière communication, enfin éducation depuis l'école. Ça concerne les parents. Et ça concerne aussi des acteurs qui ne sont pas forcément très présents aujourd'hui, je ne sais pas, j'espère qu'ils sont là. Ça concerne les médias, parce que les médias qui ont du fond et qui ont des choses intéressantes à partager avec la jeunesse sont en train malheureusement souvent de perdre le contact avec ces publics qui ne les disent plus, qui ne les écoutent plus. Et là-dessus, nous avons une vraie faiblesse. Très bien. Et donc vous, l'ISCOM est une école de communication. Olivier, est-ce que vous voyez dans les demandes de stage de la part de ces étudiants, est-ce que vous les voyez partir de plus en plus vers les startups, les associations du type Meet My Mama, du type Les Déterminés? Il y a cette tendance. Il y a aussi, là, c'est toujours pareil, une forme parfois de méconnaissance ou d'a priori. Donc c'est vrai que quand ils vont faire des stages ou de l'alternance en entreprise, et les grandes entreprises sont accueillantes, et c'est très bien, ils comprennent aussi quand même sur le terrain le fait qu'on peut être un beau communicant dans n'importe quel type de contexte. Mais nous avons effectivement tendanciellement l'expression d'une quête de sens sur la création d'entreprises. Et puis aussi des programmes émergents sur les nouvelles économies. Donc en particulier, moi j'en ai créé un sur les économies sociales et solidaires, circulaires, environnementales, où là on va arriver, alors pour être honnête, ce n'est pas la majorité, mais des étudiants qui, en tant que jeunes futurs professionnels, intègrent cette problématique de donner du sens à leur vie professionnelle. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans des filières plus classiques n'ont pas non plus une forme de sensibilité aux autres. Ce n'est pas réservé à ceux qui sont sur ces modèles plus émergents de nouvelles économies. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce que justement on a reçu des messages sur les réseaux sociaux via le compte Garde nationale de personnes qui auraient aimé participer aux assises mais qui nous disent malheureusement ça tombe en même temps que la marche pour le climat. Donc c'est une question que je vais poser d'ailleurs à Ingrid. Est-ce que vous avez l'impression que notre jeunesse est désengagée? C'est à moi que tu poses cette question. Oui. Alors, j'ai certainement pas une vision macro, globale et représentative de la société, mais la première réponse, ce serait absolument pas. Moi, j'ai été présidente pendant 2 ans jusqu'à cet été des jeunes de l'IHEDN, qui est une espèce de bac à sable de jeunes hyper actifs, très engagés, qui n'ont qu'une envie, c'est de faire bouger les choses dans la défense, dans la sécurité, et qui donnent du temps, de l'énergie, qui la plupart d'ailleurs sont souvent réservistes, pour essayer d'être acteurs justement de la défense de demain. Donc tous ces jeunes que j'ai côtoyés, dont je fais partie, sont plus qu'engagés. Je le vois aussi en entreprise. Je travaille depuis 1 an et demi maintenant au sein d'Engie, auprès de la direction générale. On a tendance à penser, et c'est intéressant parce qu'on a tendance à penser engagement égale start-up. J'ai moi-même cofondé une start-up et c'était aussi parce que je voulais être engagée dans mon travail. Et le témoignage du DRH de Casino va complètement dans le sens de ce que j'essaye de montrer aussi, c'est qu'on peut aussi être engagé dans une grosse boîte
que certes c'est sexy et c'est hyper intéressant et c'est hyper important de vouloir donner du sens dans une start-up, mais on peut le faire dans n'importe quelle structure, on peut le faire dans l'associatif, on peut le faire dans un engagement politique, on peut le faire dans une grosse entreprise, on peut le faire dans la réserve bien sûr. Et moi ce que je constate dans mon quotidien, c'est qu'en fait il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager quels que soient les canaux et qui multiplient ces canaux. Mais c'est un peu ce que j'ai fait, peut-être un peu trop, j'en sais rien, mais en fait c'est pas se dire j'ai mon boulot qui est alimentaire et c'est ça qui va me permettre d'arrondir les fins de mois, etc. Et à côté de ça, je m'éclate dans l'associatif, c'est super, mais si on peut trouver un boulot qui nous parle, si on peut trouver un engagement associatif qui nous parle, si on peut trouver un engagement politique qui nous parle, si on peut trouver, et que tout ça, ça fait qu'on a vraiment envie de se lever le matin, c'est quand même beaucoup plus sympa. Oui, donc Ingrid, vous parliez de vos différents engagements. Est-ce qu'on peut vous qualifier de slasheuse, cette expression à la mode pour qualifier les nouvelles générations qui s'investissent dans beaucoup de choses. Donc comment vous faites pour concilier tout ça ? En général, les RH n'aiment pas trop quand on dit qu'on est slasher parce que ça veut dire qu'on est instable. Donc non, je ne vais pas dire que je suis slasheuse. C'est vrai que j'ai 29 ans, donc je pense faire partie de cette génération Y où je sens que j'ai besoin pour m'épanouir d'avoir différents environnements dans lesquels j'évolue. La réserve, j'ai fait une formation de réserviste dans la marine, j'ai été l'année dernière auditeur civil de l'école de guerre Terre, je suis maintenant dans une grosse entreprise, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé en start-up, je suis marathonienne à côté, je suis assez engagée associativement dans d'autres canaux. Et en fait, tous ces engagements-là ne sont pas du tout silotés. Et je pense que les messages de la table ronde précédente des réservistes, c'est ça aussi qui est important à retenir, c'est de réussir à créer des liens et qu'une expérience dans l'associatif peut nourrir un engagement professionnel, qui peut nourrir un engagement politique, qui peut nourrir un engagement sportif même, parce que ce qu'on fait quand on court 42 km et quand au bout du 30e on n'en peut plus, c'est aussi de la détermination qu'on arrive après à récupérer pour le travail ou inversement. Il y a vraiment des canaux, il y a des ponts à entretenir et le message à faire passer, notamment auprès des entreprises, mais même auprès d'autres acteurs, c'est non, les jeunes qui veulent être chez vous, mais qui veulent aussi s'épanouir ailleurs, c'est des potentiels qui sont intéressants, c'est des potentiels pépites, parce que tout ce qu'ils vont réussir à apprendre ailleurs et pas uniquement dans votre environnement, ils vont pouvoir l'absorber, ils vont pouvoir faire comme une éponge, et ils vont pouvoir l'intégrer au sein de votre structure. Et ça, c'est un message qui a encore du mal à passer dans des générations, on va dire 40, 50, 60 ans, qui sont aujourd'hui les dirigeants de ce pays, et qui est dommage parce que je pense qu'on perd des potentiels avec des personnes qui se disent bon bah si mon entreprise ne veut pas que je sois réserviste, bah, tant pis, je m'en vais et j'irai voir ailleurs. C'est ce que vous indiquiez tout à l'heure. Donc il faut qu'on arrive à concilier ces différentes vies qui en fait se nourrissent les unes des autres et peuvent être vraiment bénéfiques, notamment pour les entreprises. Merci Ingrid. Donc slasheuse et aussi clasheuse, hein, vous avez compris qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Donia, une question sur vous, votre engagement. Donc, effectivement, vous avez créé Meet My Mama, mais si ça n'avait pas été Meet My Mama, qu'est-ce que ça aurait été ? Alors moi, j'ai commencé à m'engager en tant que bénévole quand j'étais aux États-Unis. Donc j'ai passé 1 an là-bas pour mes études et je me suis rendu compte que là-bas, tout le monde faisait du bénévolat. En France, ce n'était pas encore le cas, en tout cas il y a 4-5 ans. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, j'avais un cours qui était sur l'engagement, justement. Et dans le cadre de ce cours, on devait être bénévole 5 heures par semaine. Donc, j'ai décidé d'être tutrice pour enfants dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, je suis allée à la Nouvelle-Orléans une dizaine de jours aussi pour faire un voyage humanitaire sur le thème de la pauvreté. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, je veux continuer à m'engager, je veux continuer à avoir de l'impact. Donc j'ai choisi un master assez classique qui s'appelait Affaires publiques, donc pour servir entre guillemets l'intérêt général. Et ensuite, j'aimais bien la cuisine, donc j'ai monté Meet My Mama. Mais moi, ce qui m'intéressait profondément, c'était l'empowerment des femmes, particulièrement. Puisque je me suis toujours dit, être femme au foyer, on choisit de l'être à un moment donné, mais on ne choisit pas de le rester. Mais la société nous l'impose, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement accompagner ces femmes à être actrices de leur vie et à surtout retrouver une activité économique qui leur permettrait de s'épanouir tant au niveau personnel que professionnel. Et c'est pour ça que j'ai monté Meet My Mama, mais en parallèle, j'étais aussi bénévole pour Article 1, donc une association qui s'engage pour l'égalité des chances. Et on a organisé aussi pas mal d'événements pour promouvoir l'égalité des chances et pour permettre justement à toutes les personnes et à tous les jeunes d'être acteurs de leur vie et voilà. Merci, c'est très clair. Moussa, une question de la salle. Qu'est-ce que Kylian Mbappé attend pour intégrer la garde nationale ? Donc, au-delà de ce trait d'humour,
Est-ce que vous avez l'impression qu'on a besoin d'avoir des modèles, des symboles, donc des personnalités avec une envergure médiatique, donc là on a Kylian Mbappé, tout le monde le connaît dans la salle, quel que soit l'âge, qui viennent porter aussi ces messages d'engagement? Pour répondre, il faut des modèles. C'est très important d'avoir des modèles de réussite et nos jeunes ont besoin parfois de s'identifier à des modèles de réussite. Aujourd'hui, on a énormément de modèles dans le sport, modèles de réussite dans le sport ou dans la culture. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des modèles de réussite dans d'autres professions. Là, on parle de la réserve de la garde nationale. Ce qui serait important, c'est de montrer les parcours, comme la table ronde qui nous a précédé avant, de montrer des parcours comme ça de jeunes qui s'engagent pour leur pays. Je pense que c'est très important d'avoir aussi ces exemples-là et de se dire, ouais, eux, s'ils l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Nous, ce qu'on essaie de faire à notre échelle, c'est de se dire que malheureusement, dans certains territoires de notre République, il manque des modèles. Il n'y a pas de réussite ou parfois, ce n'est pas forcément les bons modèles. Aujourd'hui, avec les déterminés, ce qu'on essaie de faire, c'est que demain, on veut qu'il y ait des réussites qui sortent de ces territoires, des réussites entrepreneuriales, des réussites professionnelles qui puissent sortir de ces territoires et se dire, voilà, moi, peu importe le parcours, peu importe là où je suis né, peu importe les conditions dans lesquelles j'ai vécu, je suis dans un pays où j'ai toutes les chances de réussir. Et c'est ça qui est important de savoir pour la jeunesse, pour les générations. Donc nous, on a un devoir en tant que responsable associatif, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'institution, etc., de transmettre, de mettre en avant aussi ces réussites et d'expliquer aussi aux générations qui vont arriver derrière, de leur dire oui, c'est possible, même si tu vas te battre plus que les autres, même si ça va être beaucoup plus dur, bah finalement, si tu es déterminé, on sera là pour t'accompagner et faire en sorte que toi aussi tu puisses réussir. C'est le message que notre génération veut entendre. Et bien sûr, il faut des exemples dans le monde du sport, mais tout le monde ne sera pas sportif. Il en faut d'autres dans d'autres domaines. C'est vrai. Merci Moussa. D'ailleurs, vous avez un message sympa qui vient de s'afficher. Alors Moussa, président, oui. Je ne l'ai pas modéré celui-là. Jean-Claude, sans transition. Donc, Ingrid parlait des hommes de pouvoir de 50, 60 ans. Bon, vous, aujourd'hui, vous êtes aux manettes. On sent que Casino, donc un grand groupe, essaie d'impulser une nouvelle politique, ou en tout cas, comme vous l'avez bien dit, d'aller au-delà de la parole et aussi que ça se traduise en actes. Donc, quels seraient ces actes pour vous? Quels sont peut-être déjà ces actes au-delà d'une convention de soutien à la garde nationale? Bien, c'est vrai qu'il y a eu quelques articles où je voudrais rebondir. Effectivement, il faut des exemples, mais je pense que les exemples, il faut les faire venir de l'intérieur. Et à la limite, en termes d'exemple, plutôt qu'une entreprise, il vaudrait mieux mettre un exemple réserviste qui agit dans l'entreprise en ce qui concerne les réservistes. Et je rebondis sur des témoignages que j'ai entendus tout à l'heure. Et sur différents sujets, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le deuxième volet, c'est le deuxième point à évoquer par rapport à votre question. Oui, il faut des exemples concrets. Et on parlait des jeunes et tout particulièrement de l'engagement des jeunes dans les entreprises, parce que ce qui se passe pour les réservistes, on le voit aussi dans l'entreprise, hein, c'est un peu la même chose. Je crois qu'il faut se méfier de deux choses. D'abord, c'est des stéréotypes, des clichés. D'abord parce que, premièrement, les stéréotypes, c'est la racine de toutes les discriminations. Quand on met des gens dans des cases, et qu'on les catégorise, ce n'est pas forcément le moyen de leur permettre de réussir demain. Et quand on parle de génération Y, génération X, on se bat un peu là-dessus dans l'entreprise. Le deuxième point aussi dans les stéréotypes, il n'y a pas des jeunes et des anciens dans une entreprise. Je pense qu'on est tous là pour vivre ensemble et pour essayer de faire le mieux ensemble. Donc stigmatiser les populations par l'âge, c'est encore pire aussi en termes de discrimination. Donc dans les faits concrets, oui, il faut mettre du concret dans nos actions. Je disais tout à l'heure, inverser un peu la pyramide de la reconnaissance, donner de la reconnaissance aux gens qui agissent. Je vous garantis aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure pour ceux qui vont y aller, c'est un réserviste de Casino qui commande la garde républicaine pour allumer la flamme à l'Arc de Triomphe. Donc on lui a permis de le faire, on a créé les conditions pour qu'il puisse le faire. Il s'est affiché, il n'y a pas eu de problématique. Et on est allé même un peu plus loin dans des actions. Certes, on a signé la convention, on a rajouté des journées de congés supplémentaires
pour les réservistes de l'entreprise. On communique actuellement à tous les salariés avec les fiches de paye pour que, j'ai entendu parler tout à l'heure de réservistes clandestins. Oui, il y en a qui n'osent pas s'afficher parce que dans l'entreprise, ils ont peur vis-à-vis de la hiérarchie. Il faut ouvrir la possibilité aux gens de s'exprimer. On a mis en place avec les partenaires sociaux aussi dans l'entreprise un dispositif qui consiste à cagnoter des jours de congé dans une cagnotte au niveau de l'entreprise pour permettre à des réservistes de s'absenter quand ils n'ont pas assez de jours de congé. C'est-à-dire même si un collaborateur ne veut pas s'inscrire dans la réserve, il peut dire tiens, je donne un jour de congé que je mets dans une cagnotte et les réservistes puissent l'utiliser. Il y a plein de petites choses comme ça concrètes qui permettent de faire changer les mentalités. Surtout, et j'ai envie de dire aux réservistes qui sont là, moi, ou aux personnes que j'ai entendues tout à l'heure, notamment chez Marionneau, dites à votre DRH qui m'appelle, je lui donnerai des tuyaux. Eh bien, ouvrons le champ des possibles. Bravo. Voilà. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. On me dit que la secrétaire d'État Georgette Darussac est en train d'arriver, donc on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, vous aviez vu, monsieur Jean-Claude, donc, que dans l'assistance, quelqu'un nous disait royal d'avoir le DRH de Casino ce soir, cet après-midi. Je voyais également un message des réductions chez Casino pour les réservistes. Donc, c'est effectivement un message humoristique. Mais est-ce que... Si on peut donner quelques réductions pour acheter des moyens, parce que j'ai compris qu'il y a besoin de mettre des moyens pour les réservistes, volontiers. Olivier, j'avais une question pour vous, donc qui est en train de s'afficher. Est-ce que donc vous parliez... Oups, attendez. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que l'engagement citoyen, d'une façon générale, et en rentrant plus particulièrement, est-ce que vous donnez la possibilité à des associations ou à des structures telles que la Garde nationale de venir dans les écoles, dans votre école, pour présenter la réserve dans le cas de la Garde nationale, mais ça pourrait être tout à fait autre chose? Alors pour être honnête, étant moi-même officier de réserve de marine, je pense qu'on est très mauvais, enfin je suis très mauvais, je le prends pour moi, dans la promotion de la Garde nationale, mais quand j'ai fait un message tout à l'heure qui s'est affiché, je pense qu'il y a un vrai sujet effectivement de notoriété et de valorisation de cette mission que je trouve absolument merveilleuse. Mais elle n'a que 2 ans, donc j'étais à la fois fasciné par les résultats en 2 ans, mais en même temps c'est très jeune. Et je pense qu'il faut effectivement travailler la communication. Je suis convaincu que ce qui n'est pas raconté aujourd'hui dans le monde moderne n'existe pas. Donc si ça n'est pas mieux raconté, plus fortement raconté, et à commencer par moi, on passera à côté de quelque chose. Après, effectivement, oui, le monde de l'éducation, au-delà de l'académique, forme toujours ses étudiants à l'engagement dans la société. Alors c'est en général plus de l'associatif pour aider des enfants en difficulté scolaire. On a, nous, une université solidaire de la communication où on accueille tous les ans des jeunes créatrices d'entreprises de la pépite de la Courneuve. Et notre combat aujourd'hui dans le milieu que je fréquente, c'est aussi celui de l'illettrisme, qui nous paraît finalement évident quand on travaille sur cette communication qui met en contact les êtres humains entre eux. Si on ne sait pas lire, si on ne sait pas s'exprimer, on n'est pas dans la société. Et là, on peut effectivement être vulnérable et croire n'importe quoi et se faire manipuler. Moi, j'ai été très touché par des reportages il y a quelques semaines sur le service public, sur cette question-là. Donc actuellement, moi je travaille à titre personnel avec certains de mes étudiants sur cette thématique de l'illettrisme. Ce que je voulais dire quand même, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la problématique de la généralisation des jeunes et des fameuses générations qui sont construites par des penseurs américains de porte-pièce. Je crois que ce qui nous sépare malheureusement dans la société, c'est la question des valeurs partagées, et ça n'est pas une question générationnelle. Moi, je connais des jeunes de 22 ans qui ont des visions du monde totalement généreuses, altruistes, intelligentes, et se pose donc la question de comment est-ce qu'on va entrer en contact avec une partie de ces jeunes générations qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. Et sur l'exemplarité, j'en suis absolument convaincu.
Mais d'une certaine façon, je trouve que les représentations de la réussite que l'on propose à la jeunesse aujourd'hui, si ça se limite à faire fortune en étant footballeur, c'est un peu limité. Et je pense que nous devons tous aussi valoriser, mais les médias, les créateurs, le cinéma, les séries télévisées, valoriser d'autres profils de réussite. La réussite, c'est pas la réussite matérielle, c'est pas la notoriété, c'est pas passer sur les plateaux de télévision, c'est trouver son bonheur personnel et pour 100% de ceux qui sont dans l'amphi, trouver cette partie très particulière du bonheur qui vient à partir du moment où on s'intéresse aux autres et on fait un peu de bien aux autres ou à la société dans laquelle on travaille. Et je crois que malheureusement, et je critique mon propre métier, la communication et la publicité aussi valorisent des représentations qui ne sont pas des bonnes. Alors, Olivier, une question un petit peu plus terre à terre, qui est en lien avec ce que Mandy nous disait. Donc, Mandy est partie, étudiante, est partie 3 mois donc, sur la mission Irma. On imagine qu'elle a manqué certains cours. Est-ce que l'engagement dans la garde nationale pourrait être valorisé au sein d'un cursus d'études ? Il y a cette souplesse. De plus en plus, les écoles travaillent sur ce qu'on appelle l'individualisation des parcours. Alors, souvent, ça concerne des étudiants entrepreneurs, puisqu'effectivement, on peut avoir des étudiants qui créent des entreprises pendant les cursus. Et là, évidemment, plutôt que de suivre une conférence d'un intérêt limité, il vaut peut-être mieux qu'ils aillent rencontrer des clients pour développer le business ou des financeurs. Et puis, on le fait aussi pour des sportifs de haut niveau qui sont parfois compétiteurs et qui ont besoin qu'on leur donne du temps pour des entraînements ou des compétitions internationales ou nationales. Et je pense qu'on pourrait avoir un peu le même souci que les entreprises d'une forme de clandestinité, puisqu'effectivement, une école elle est forcément normative, il faut suivre les cours, avoir des bonnes notes, des moyennes, etc. Et si ça se trouve, dans mon environnement sans que je le sache, j'ai des réservistes de la garde nationale dont je vais m'inquiéter plus précisément dès lundi matin. Alors, justement, Ingrid, donc on est dans un monde ultra connecté où on est sollicité en permanence. Est-ce que c'est pas pareil finalement pour les formes d'engagement? Est-ce que y a tellement de choses à faire, on a envie de faire tellement de choses, comment s'effectue le choix? Alors, comment s'effectue le choix? C'est vrai qu'on peut être très sollicité. Moi, ce qui me frappe quand je discute avec mes collègues actuellement ou mes anciens collègues, c'est mais moi, j'ai pas le temps. C'est vrai que ça prend du temps et on l'a vu dans les témoignages et je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez témoigner qu'il faut faire des sacrifices. Pour moi, c'est vraiment une question de priorité. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal ou c'est moins bien ou c'est mieux de s'engager ou pas différemment, d'en faire plus. C'est juste que on a un capital de départ et on choisit ce qu'on fait de ce capital. Soit on se met à 100% dans son boulot et on s'épanouit et c'est génial, soit on se dit on fait du 50% du boulot, du 50% de la famille, etc. Enfin, tout est une question de priorité. Et après, en fonction du temps qu'on souhaite allouer à son engagement qui doit faire partie de son épanouissement personnel, parce que si on s'engage mais qu'on ne s'y retrouve pas, si on n'a pas envie de se lever le matin pour aller faire du bénévolat ou pour aller s'engager dans tel ou tel type de structure, c'est voué à l'échec. Donc, dans ce temps qu'on souhaite engager à un développement de valeurs ou de convictions qui nous sont chères, il y en a certains qui veulent se consacrer le maximum pour une seule cause qu'ils veulent défendre, et c'est formidable. Et il y en a d'autres qui s'épanouissent davantage en allant dans différents types de structures. Moi, c'est un peu mon type de fonctionnement. Mais je suis vraiment convaincue qu'il n'y a pas un modèle unique et ça dépend vraiment de la personnalité. Moi, je me nourris de ces rencontres avec des personnes très différentes. J'ai une formation école de commerce. Quand je discute avec des techniciens hyper spécialisés dans leur métier, je trouve ça passionnant. Quand je discute avec des gens qui ont fait toute leur carrière dans la marine, dans la réserve ou autre, je trouve ça passionnant. Et c'est de ça que je me nourris et c'est de ça que j'arrive à créer des ponts. Mais après, je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui arrivent à s'engager et du fait de leur spécialité, qu'elle soit professionnelle ou autre, se spécialiser à 100% dans un type d'engagement. Très bien, merci. Jean-Claude, une question pour vous. Est-ce que les sujets de réserve sont évoqués dans les clubs de directeurs de RH? Vous savez, les clubs. Je ne sais pas si on peut parler de clubs. Ils sont évoqués, en tout cas, au plus haut niveau de l'entreprise, avec même sur d'autres sujets qui sont au-delà même de la réserve. Je vous parlais tout à l'heure de l'engagement citoyen de l'entreprise, l'engagement vis-à-vis des jeunes.
les membres du COMEX, les comités de direction. Il ne faut pas fonctionner qu'en RH sur ce genre de sujet. Hein, il faut impliquer toute l'entreprise. L'autre volet aussi, c'est que, et ça rejoint les quelques questions qu'il y avait précédemment, pour l'engagement citoyen comme pour l'engagement dans l'entreprise, il faut entretenir une culture qui est assez forte. Chez nous, elle est tournée sur 4 thèmes. Hein. J'en parlais récemment avec des acteurs qui sont à côté de moi, sur des valeurs, qui rejoignent d'ailleurs, je pense, celles de l'armée, mais aussi sur d'autres aspects. Envie de réussir dans la vie, pour un jeune, c'est pas uniquement réussir sur le plan professionnel. Hein. On l'a vu, il faut que l'entreprise puisse lui permettre de faire d'autres choses. Mais avoir la fierté d'avoir fait quelque chose dans sa vie, ça repose sur des principes. Chez nous, chez Casino, on a changé le curseur sur l'évaluation de nos managers, par exemple. Ce n'est pas uniquement tu as réalisé tes objectifs de chiffres, de résultats, etc. Il y a la moitié de l'évaluation qui permet d'attribuer le bonus, qui est sur la manière dont on fait, qui permet aux équipes d'être motivées. Et c'est important, c'est 50% du bonus de l'encadrement qui est autour des moyens et qui s'appuie sur des valeurs qui sont, chez nous, c'est conquérant, loyal, exigeant et solidaire. Alors conquérant, c'est avoir du courage, c'est aller de l'avant, etc. Loyal, c'est le respect de la parole donnée. L'exigence, mais bien sûr, quand on veut faire quelque chose et vis-à-vis des autres, il faut être exigeant. Et la solidarité, c'est qu'on ne peut jamais rien faire tout seul. Et ça, on le dit beaucoup dans l'entreprise. C'est un manager qui pense qu'il va réussir tout seul. Il est voué à l'échec au bout de peu de temps, parce qu'il aura le répondant tout de suite de ses équipes. Hein. Voilà, alors on entretient tout ça. Et effectivement, par rapport à votre question, certes, on le porte beaucoup en RH, mais ce n'est pas qu'un sujet RH. C'est un sujet de pilotage global de l'entreprise. Et je vous garantis que tout à l'heure, je vous parlais des moyens qu'on met en œuvre pour que des réservistes puissent s'absenter, pour qu'il y ait des dons de jour. Si le management n'est pas avec nous, ça risque pas de se faire. Hein. C'est pas uniquement les RH qui vont le porter. C'est vrai. Merci beaucoup. Une dernière question pour Donia et Moussa. Est-ce que cet après-midi vous a donné envie de vous engager dans la garde nationale? Franchement, ouais, je ne connaissais pas vraiment le statut de réserviste. Et je pense que si j'avais connu ça pendant mes études, je me serais sûrement engagée plus tôt. Vous avez un film magnifique qu'on aimerait pouvoir projeter dans l'entreprise. Vous dire le clip? Vous avez un film magnifique qui, moi, m'a donné des frissons, je ne sais pas vous, qu'on aimerait pouvoir projeter dans l'entreprise si c'était possible. Figurez-vous que nous avons répondu à votre souhait. Il est disponible d'ores et déjà sur YouTube et les réseaux sociaux de la garde nationale. Moussa, donc la question, envie de s'engager dans la réserve? Pareil, pour Dunia, je ne connaissais pas du tout qu'on pouvait s'engager dans la réserve. Et oui, ça donne envie d'apporter nos compétences, aussi d'apporter aussi d'ouvrir aussi à d'autres personnes, en fait, la garde nationale. Et ça, c'est important. Il faut transmettre. Et j'ai vu que tout à l'heure, la secrétaire générale de la garde nationale a dit que vous allez être sur les réseaux sociaux maintenant. Ouais. Et je pense que c'est un bon outil pour être attractif et pour capter beaucoup plus de jeunes. Merci beaucoup. Bravo. Et nous terminons par cette citation d'un de vos participants anonymes. Merci à vous pour... Ah, pardon, Donia, oui. Je pense que peut-être, comme ça, on ne connaissait pas, et je pense que quand on est lycéen ou étudiant, on ne connaît pas vraiment, et on veut toujours sensibiliser à l'égalité des chances, mais je pense que pour la réserve nationale aussi, on devrait favoriser son ouverture, et puisque ça permettrait à d'autres personnes de se dire qu'en fait, c'est possible de s'engager, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes dans les milieux ruraux, dans les quartiers populaires, qui ne savent même pas en fait, qu'ils pourraient s'engager, et ça favorise l'égalité des chances pour tous dans ces domaines. C'est vrai, mais merci, le message est passé. Merci à tous. Madame la secrétaire générale de la garde nationale générale, mesdames, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang,
Mesdames, Messieurs, chers jeunes ici présents et chers amis qui avaient participé à ces assises de la garde nationale, Monsieur le Préfet aussi, excusez-moi, Florence Parly a ouvert vos débats et je les clôture. Et je les clôture avec un réel plaisir. Preuve, s'il fallait en donner, de l'importance que le ministère des Armées accorde à ses réservistes. Et pour avoir présidé cette semaine le comité directeur de la Garde nationale avec Jacqueline Gouraud, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, je peux affirmer que le ministère de l'Intérieur est aussi très attentif à notre Garde nationale, à sa pérennité, à ses évolutions, à ces hommes et à ces femmes qui participent avec un engagement sans faille à la sécurité de la France. Le 1er octobre, le ministre de l'Intérieur et moi-même avons rendu hommage à la mémoire de 2 jeunes victimes de la gare Saint-Charles à Marseille. J'ai eu l'honneur de décorer 2 réservistes dont le sang-froid remarquable et l'action ont été déterminants et ont fait honneur à la Garde nationale. Alors à Marseille, au Carrousel du Louvre ou à l'aéroport d'Orly, nos réservistes ont fait la preuve de leur résolution et de leur grande valeur. Ainsi, nous sommes tous convaincus que ces milliers de femmes et d'hommes sont incontournables pour nos armées et pour nos forces de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de protection du territoire national. Salariés, fonctionnaires, chefs d'entreprise, indépendants, étudiants, à tous ceux qui ont en commun d'être réservistes et membres de la Garde nationale, j'adresse un message de confiance et de fierté, de grande fierté. Vous accomplissez nombre de missions indispensables et parfois difficiles. Vous investissez votre temps au service de la sécurité du pays et des Français. Soyez remerciés pour votre engagement et votre sens de l'intérêt général. Et il est bien sûr de notre devoir de choyer ceux qui s'engagent sans réserve. Il est de notre responsabilité de favoriser cet engagement. Et je veux dire merci à tous nos partenaires publics et privés qui facilitent l'engagement et qui soutiennent la Garde nationale. Il y en a de nombreux ici présents. Mesdames, Messieurs, j'ai cru comprendre et j'ai cru entendre que ces assises ont été celles de la réussite. Je tiens à saluer l'organisation de ces 2e assises de la Garde nationale. Elles sont, je crois, celles de la maturité. Être mature en 2 ans, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est quelque chose de remarquable ici. Ce rendez-vous a été un succès, à en juger par la hauteur des réflexions, par votre présence nombreuse, bien sûr, et par l'ouverture au grand public. Les débats et les échanges ont été de haute tenue, notamment au cours des 2 tables rondes, avec des thèmes qui résument bien les enjeux. Jeunes réservistes, qui, pourquoi, comment, et la société bouge, l'engagement aussi. Et je veux vraiment remercier au nom du ministère des Armées les intervenants et tous ceux qui ont répondu présents. J'adresse mes félicitations à tout le secrétariat général de la Garde nationale et en premier lieu à la générale Anne Fougerat. Je sais tout votre investissement et toute la mobilisation de vos services. Et nous avons besoin de tels moments, de tels témoignages pour expliquer et promouvoir l'esprit de l'engagement. Car en fait, l'engagement, qu'est-ce que c'est? Vous avez dû y réfléchir cet après-midi. C'est un vaste sujet, mais tellement essentiel, hier comme aujourd'hui, dans une société que l'on sent plus individualiste et plus adepte du zapping que de la constance. L'engagement est avant tout un acte personnel. Donner de sa personne pour défendre une cause, aider son voisin, servir son pays. Et cela peut revêtir de multiples formes, et je crois que vous en avez parlé, dans la vie quotidienne, dans le travail, dans la vie publique, dans la vie associative. Alors je pourrais vous parler des heures d'engagement tellement celui-ci a été et est toujours le fil rouge de ma propre vie. Avec un objectif, comment servir les autres, comment améliorer la vie des gens,
Et maintenant, comment mieux servir mon pays? Et comme donner, c'est aussi recevoir, je crois sincèrement que s'engager est un facteur d'épanouissement et d'équilibre personnel. Le sentiment d'avoir fait les choses et agi au bon niveau est infiniment plus constructeur pour un individu que regarder et subir, qui génère souvent frustration et repli sur soi. Alors merci à tous d'avoir parlé d'engagement, et le vôtre au service de la sécurité du pays est en tout point extraordinaire. Mesdames et messieurs, vous le savez, le service national universel sera une des réformes emblématiques du quinquennat. Il s'agit d'un véritable projet de société marqueur de cohésion nationale. Florence Parly vous en a donné, je pense, les grandes lignes ce matin ou à midi. Et ce SNU, ce service national universel, nous tient à cœur. Ces grandes lignes seront affinées dans les mois prochains. Vous le savez, ce service national sera interministériel et de nombreux acteurs y contribueront. Et la Garde nationale pourra être amenée à jouer un rôle dans ce dispositif d'envergure. Car oui, la Garde nationale est un exemple de la faculté de la jeunesse à s'engager. De nombreux jeunes ont participé à ces assises, je les vois ici. En m'adressant à eux, je souhaite leur dire qu'ils sont ici les ambassadeurs de ces milliers de jeunes Français qui ont fait le choix de l'engagement et de ceux qui, dans l'avenir, le feront. Évidemment, tous les jeunes de notre pays ne sont pas encore dans la voie de l'engagement. C'est normal. Néanmoins, je suis très optimiste. Nombre d'études démontrent une appétence à l'engagement. À nous d'accompagner et de faire fructifier cet élan naissant. Et pour tout dire, nous avons besoin de vous pour transmettre ces messages. C'est tout le sens aussi des Journées nationales du réserviste 2018, qui débutent aujourd'hui même et se prolongent jusqu'au 11 novembre. Partout en France, des centaines d'événements mettront à l'honneur les réservistes et permettront de promouvoir la garde nationale. Ces manifestations sont l'incarnation vivante du lien armée-nation et du lien citoyen-nation. Elles vont, j'en suis certaine, permettre à la valeur d'engagement d'imprégner un peu plus nos territoires. Faire connaître, expliquer, aller au-devant du grand public, c'est aussi notre devoir à tous. Les enjeux sont importants pour les armées et la police. Les enjeux sont majeurs pour la France. Mesdames, Messieurs, les organisateurs, vous avez très judicieusement choisi le centenaire de la fin de la Grande Guerre comme fil conducteur de ces Journées nationales du réserviste. Fraternel, solidaire, engagement, loyauté sont les valeurs indissociables qui figurent sur l'affiche officielle. Elles en sont les valeurs maîtresses. Les plus de 2,5 millions de réservistes rappelés en août 1914 les portaient certainement au plus profond d'eux-mêmes au moment de la mobilisation. Dans quelques minutes, c'est à ces millions de soldats que vous penserez lors de cette belle cérémonie du ravivage de la flamme du souvenir. Sous l'Arc de Triomphe et devant le tombeau du soldat inconnu, vous réfléchirez sûrement au sens de l'engagement et à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour votre pays, pour notre pays. Mesdames et messieurs, par-delà un siècle écoulé, les engagés d'hier comme les engagés d'aujourd'hui sont unis par le service désintéressé de la patrie. Pour que vive la France et vive la République. Vas-y.
Encore un grand merci à tous. N'oubliez pas de noter ces assises via l'application Wizambly.